L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Les représentants des candidats face à la société civile ivoirienne en France, deuxième partie. Sur la réconciliation et la sécurité. À une semaine du scrutin de l'élection présidentielle, les représentants de plusieurs candidats ont accepté de se parler au cours d'un débat inédit qui s'est tenu le 18 octobre 2015 au Centre international de séjour Maurice Ravel de Paris. Cette importante rencontre, initiée par la représentation Europe de la Convention nationale des organisations de la société civile ivoirienne, CNOSCI, dirigée par Dr Moussa Abdoul Kader Diaby, entre dans le cadre du renforcement de la démocratie dans notre pays. Les candidats Pascal Afine-Guessant du FPI, Henriette Lagou du RPC Paix et Dr Alassane Ouattara du RHDP ont été respectivement représentés par M. Georges Aka, Maître Évariste Oinché et Dr Jack Dola Ziekone. Prenant la parole à tour de rôle, les différents représentants ont présenté le programme de société de leurs candidats, puis répondu aux questions du public sur les thèmes suivants. 1. Économie et diaspora. 2. Réconciliation et sécurité. 3. Éducation et santé. En ce qui concerne le deuxième thème, réconciliation et sécurité, pour Maître Évariste Oinché, le positionnement centriste de son parti lui donne un véritable atout pour réconcilier les Ivoiriens et améliorer la sécurité dans le pays. Soulignant l'échec de la CDVR, M. Georges Aka a promis la libération des prisonniers de la crise post-électorale pour une vraie réconciliation. Dr Jack Dola Ziekone a exprimé l'attachement de son parti à la réconciliation qui, selon lui, est un processus long qui est à inscrire dans la durée. Sur la sécurité, il a rappelé que l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire est un des meilleurs au monde. Ce reportage est de Maxime Niou, correspondant Diaspos TV à Paris. Nous allons parler le deuxième thème, c'est la sécurité, donc la sécurité de notre pays, notre patrie, notre patrimoine, et la réconciliation, qui inclut la réconciliation, le vivre ensemble. Là encore, je vais commencer par remercier les organisateurs et l'assistant, parce que je trouve que le thème numéro 2 est en même temps important et il a été bien formulé. Les organisateurs qui l'ont présenté comme il est ont compris l'enjeu de la question. Parce que la question de la sécurité en Côte d'Ivoire et celle de la réconciliation, ces deux questions-là sont intimement liées. Liées, bien évidemment, il est question de présenter notre politique de sécurité, mais il faut partir d'un postulat. Le postulat est celui-là tout simple, qu'au sortir de la dernière crise post-électorale, mais plus particulièrement de ces 15 dernières années, j'allais dire, que la Côte d'Ivoire a été touchée. Dans ce qu'elle a de plus cher, dans ce qu'elle a de fondamental, le vivre ensemble. C'est pour ça la question de la réconciliation est à l'ordre du jour. Et franchement, lorsque le nouveau gouvernement, enfin le gouvernement du président Alassane Ouattara a été mis en place, lorsque la Commission nationale de réconciliation a été mise en place, qui était dirigée par l'un des candidats, dont le représentant n'est pas là, les Ivoiriens ont placé beaucoup d'espoir à cette question-là. Parce que, mais écoutez, nous sommes une nation. On est condamné à vivre ensemble. Et le mieux pour nous, c'est de vivre ensemble dans la paix. Dans la paix, c'est de vivre ensemble dans la convivialité. Et donc, il aurait fallu que la question de la réconciliation soit un élément essentiel de l'après-crise. Sauf qu'à notre humble avis, cette question a été balayée du revers de la main.
Aujourd'hui, pour ne pas revenir, parce que le plus important dans ce genre de... La question est tellement sensible que je ne vais pas revenir sur... Je pense que le plus important dans cette question, ce n'est pas ce qui n'a pas été fait. Le plus important sur la question de la réconciliation, c'est vraiment ce qui est encore à faire. Et ce qui est encore à faire est simple. Il faut amener les Ivoiriens à comprendre que nous sommes unis dans une nation, heureusement arc-en-ciel. D'abord, en tenant compte des différents peuples qui peuplent notre, je me permets la répétition, qui peuplent notre pays, mais en tenant compte aussi des différents peuples qui nous ont fait l'honneur, qui ont eu l'amabilité de venir s'installer chez nous et qui participent à notre économie. Il faut réussir à rassembler tous ces Ivoiriens-là autour d'un projet fédérateur, autour d'un projet constructeur, d'un projet de développement. Il faut amener l'Ivoirien à réfléchir non plus par rapport à sa région, par rapport à sa religion, par rapport à son parti politique, mais par rapport à l'intérêt national. Et cette question, à notre humble avis, n'a pas été toisée par les différents gouvernements qui se sont succédés au cours de ces différentes crises. La question de la sécurité s'en mêle. Elle s'en mêle parce que les armes ont circulé malheureusement en Côte d'Ivoire. Si mes souvenirs sont bons, je vois que notre ami du RHDP qui sont déjà au pouvoir aime bien les chiffres. Je crois qu'il y a 75 000 jeunes à qui on a distribué les armes sans savoir à qui on distribuait les armes. Je me rappelle bien que quand il y a eu le gouvernement du président Alassane Ouattara qui a été installé, l'une des premières choses que le ministre délégué à la Défense, Paul Kofi a fait, c'était de recenser les FRC. J'ai trouvé ça complètement absurde. J'ai dit, mais attends, on recense son armée. Mais c'est un aveu qu'on ne connaît même pas son armée. C'est-à-dire que quand on parle de recensement des éléments des FRC, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avoue qu'on ne les connaît pas. On leur a donné les armes à un moment donné, et puis à un autre moment, maintenant, on veut savoir à qui on a donné les armes. Sinon, dans un pays, dans une république, quand quelqu'un se porte volontaire pour entrer dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, dans la douane, dans les eaux forêts, il compose un dossier, et depuis ce dossier, on sait qu'il est, on n'a plus besoin de le recenser. On a un problème en Côte d'Ivoire. Le désarmement, la question du désarmement, tel que ça a été abordé, a dit, tu viens déposer une arme, on te donne 300 000 francs. Tu viens déposer une arme, on te donne 300 000 francs. Mais si tu gagnes plus de 300 000 francs avec ton arme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller la déposer? Certainement pas. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut encore des projets. D'abord, quand on sort d'une crise comme celle-là, il faut mettre des structures de l'armée, de la gendarmerie et de la police qui sont spécialisées dans la lutte contre les gangs. Il faut mettre ces unités-là sur toute l'étendue du territoire. Ça coûte effectivement un certain budget, mais il faut pouvoir le faire. Si on ne le fait pas, la conséquence c'est qu'il y a les microbes. On est du gouvernement à Abidjan. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on ne veut pas être accusateur. On a l'impression même qu'on fait exprès pour ne pas désarmer les gens, parce qu'on s'est dit peut-être à un moment donné, on peut encore en avoir besoin. Sinon, ce n'est pas aussi difficile pour un État républicain de désarmer les gens qui portent illégalement les armes et qui sont même tolérés. Quand vous prenez l'axe, moi je viens d'Alépé, quand vous prenez l'axe à Abidjan jusqu'à Kossanji, qui est le dernier village d'Alépé, à l'entrée de chaque village, vous allez trouver des gens qui sont en armes, qui ne sont ni de la police, ni de la gendarmerie, ni de la douane, ni des eaux forêts. Si leur demain ils disent qu'ils sont FRC, ils sont en armes. Au vu eux aussi de la République. Je pense que le problème de sécurité, on l'a parce que c'est toléré. C'est toléré, et donc il faut dépasser la phase de la tolérance. Ce qu'on peut recruter dans l'armée, on essaie d'étudier dans quel critère on peut les recruter dans l'armée, on les met dans l'armée. Ce qu'on ne peut pas recruter dans l'armée, il faut les désarmer. Bien évidemment, il faut les accompagner avec des petits projets pour aussi les aider à s'installer, pour qu'ils aient quelque chose pour gagner leur pain. Et puis, il faut amener les Ivoiriens à se réconcilier entre eux. Il ne faut plus que ces genres de remarques, genre des ethnies ont été défavorisées en Côte d'Ivoire à un moment donné. Donc, il faut faire un rattrapage. Merci, pour que ces ethnies-là puissent aussi... Non, il faut sortir de ça pour vraiment amener les Ivoiriens à s'aimer, à vivre ensemble, à se réconcilier. Merci. Merci aux organisateurs. Bon, je voudrais rapidement, comme on n'a pas beaucoup de temps, donc aborder la question pour éviter que je sois pris à partie encore une fois par rapport au temps. Concernant la réconciliation et la sécurité, c'est un volet très important de notre programme. Et d'ailleurs, les premières actions que nous allons poser, nous, une fois au pouvoir, ce serait
de réconcilier les Ivoiriens. Donc la première action, c'est de prendre une mesure pour ouvrir les prisons. Pour que les prisonniers d'opinion, qui sont près d'un millier, emprisonnés injustement dans ces prisons-là pour avoir soutenu des hommes politiques, sortent. Ils n'ont rien à faire. Nous avons été en désaccord par rapport à une crise. Nous avons été en guerre. Mais après la guerre, il faut se réconcilier. Jean-Paul II disait, et je l'avais dit une fois, que le monde entier est infligé des souffrances parce que les gens ne savent pas se réconcilier. Mais Ouattara n'a pas su réconcilier les Ivoiriens, ou peut-être qu'il ne voulait pas réconcilier les Ivoiriens pour en arriver à la conclusion que si ça chauffe, il va encore réutiliser les mêmes moyens, on va dire, pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Mais sinon, il avait toute l'attitude, d'abord, de nettoyer la Constitution de ces articles conflictuels pour nous éviter qu'il y ait encore des exclus, dont lui-même, et puis qu'on puisse avancer. Il pouvait appeler son propre frère, Laurent Gbagbo, qui l'a dit, devant tout le monde, toute la nation, que c'est son frère, pour que le linge sale se lave en famille, au lieu de le déporter à La Haye, dans des prisons de Blancs. On ne réconcilie pas les Ivoiriens comme ça. Pour se réconcilier, il faut deux camps qui sont en parade. Mais vous ne pouvez pas prendre un camp, les emprisonner, les déporter ailleurs, et puis vouloir vous réconcilier avec qui? S'ils sont en prison. Vous vous réconciliez avec vous-même, et vous dites qu'il y a la réconciliation. Ça ne peut pas se faire. Et donc, c'était déjà tout tracé, cet échec-là. La CEDEAO a échoué. Bani a échoué. Heureusement, sinon j'allais lui dire. Bani a échoué. Il n'a pas réussi à réconcilier les Ivoiriens. Et donc, nous, dans notre programme, nos actions seraient de réconcilier des Ivoiriens. Parce que sans réconciliation, il n'y a pas de paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Or, nous voulons que les Ivoiriens vivent en paix. Nous voulons que les Ivoiriens vivent dans la stabilité. Donc, il n'y aura pas de revanche. Il n'y aura pas de match de retour. Nous allons nous asseoir à travers les États généraux de la République et notre programme de réconciliation pour que les Ivoiriens puissent s'asseoir et se parler et situer les responsabilités. Ceux qui doivent être jugés ou condamnés le seront, ou ceux qui doivent demander pardon le seront, mais en tout cas, ça se fera en se parlant. Mais ce ne serait pas par une justice pénale qui regarde et qui sanctionne un camp parce qu'on estime qu'on n'est pas d'accord avec ce camp-là. Ça, c'est ce que nous voulons dire. Et après, il faut restaurer la confiance entre les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de confiance. Donc, il faut restaurer la confiance entre les Ivoiriens. Il ne faut pas que nous puissions mettre en avant l'identité régionale ou l'identité ethnique ou l'identité religieuse. Nous avons vécu tous avec nos amis dans des écoles primaires sans même chercher à savoir qu'ils étaient du nord ou du sud, etc. Moi, j'ai joué au foot avec plein d'amis, des Bakayoko, des Silla, etc. Mais aujourd'hui, je ne peux pas jouer au foot avec Bakayoko, je ne sais pas s'il a une âme dans son dos. Donc, il faut rétablir la confiance. Bakayoko m'a invité à un tournoi, j'ai dit oui, mais je ne suis pas venu, j'avais peur. Parce que je me suis dit, ah, j'arrive à m'asseoir là-bas, il va profiter pour me casser les pieds, et puis après, je ne pourrai plus être efficace. Voilà, donc c'est ça. Il faut rétablir la confiance entre les Ivoiriens, et puis, il faut aussi que notre armée puisse être renforcée et qu'elle soit une véritable armée. Ça veut dire quoi? On a fait l'erreur, dès l'indépendance, de faire le choix de confier la sécurité de la Côte d'Ivoire à un État extérieur, c'est-à-dire de sous-traiter la sécurité de la Côte d'Ivoire à la France et de nous contenter d'une armée de façade. Mais on a vu en 2002, quand on a été attaqué, que bon, en fait, on n'avait rien. On n'avait rien. Et donc, nous sommes en train de reconstituer cette armée-là. Il faut qu'on ne parle plus de FSI, de policiers, de gendarmes. Non, il faut que ce soit les forces de défense et de sécurité. Point. Et il faut que ce soit des gens qui viennent et qui fassent une formation militaire appropriée. Maintenant, il faut passer, nous avons prévu dans notre programme, de faire l'audit du programme de DDR, c'est-à-dire désarmement, de mobilisation, réinsertion. Il faut faire l'audit pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que les gens se promènent avec leurs armes encore dehors et puis ils vont braquer et il y en a qui sont devenus des microbes. Mais ces microbes-là, il ne faut pas leur en vouloir. Ce sont des gens qui sont désœuvrés et qui n'ont pas d'autre moyen que de chercher à se nourrir après avoir servi la cause d'un homme politique avec des armes.
Mais il faut pouvoir les récupérer et mettre en place un programme pour qu'ils puissent se réinsérer dans la société. Parce qu'ils ont été laissés pour compte. Ils ont été laissés pour compte. Et nous avons prévu de les récupérer pour pouvoir les insérer dans les métiers. Parce que parmi eux, il y en avait qui avaient des métiers. Des apprentis Baka, des cordonniers. Aujourd'hui, ils peuvent plus être apprentis Baka. Et ils sont devenus microbes. Microbes, là, c'est pas un travail. Il y en a qui sont braqueurs parce qu'ils louent leur calache à 15 000 francs pour aller faire une opération. Mais ce n'est pas normal. Et pourquoi est-ce qu'il a encore sa calache? Merci bien, monsieur. Voilà, donc il faut que nous puissions refonder l'armée et puis mettre en place un audit du DDDR pour pouvoir réinsérer tous ces anciens combattants et milices que nous avons connus. Merci. Voilà. Et puis libérer nos prisonniers politiques, libérer le président Laurent Gbagbo pour qu'il vienne pour contre le conseil. La différence entre le RHDP et les autres, c'est que pendant que nous, on parle au présent et au futur proche, parce que dans une semaine, la Côte d'Ivoire va nous accorder son suffrage, d'autres parlent au futur lointain. C'est ça la différence entre nous. Donc, vous voyez la nuance. Comprenez ça. Alors, dans ce futur, dans ce présent, à ce présent, on me dit que nous aimons les chiffres. Mais les chiffres parlent d'eux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'est aucun national ne voudrait que son pays soit un pays où il règne l'insécurité. Moi, je suis parti d'ici, après 20 ans, je vis en Côte d'Ivoire. J'ai fait la différence entre au moment où je pouvais sortir seul avec ma voiture à toute heure et au moment où c'était risqué. Donc, je suis un indicateur, je peux le faire. Monsieur, en 2010, nous avons un indice de sécurité qui s'élevait à 4%. À 4. Et ça, reconnu par les experts internationaux. On était à 4. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'était pas du tout sûre. La Côte d'Ivoire n'était pas sûre. Et il est facile d'incomber un camp pour dire un camp a armé 75 000, je ne sais quel nombre. Non, monsieur, soyons réalistes. L'armement, ça a été des deux côtés. Il y a eu des miliciens de chaque côté. C'était une guerre. Et on ne se fait pas la guerre, mais on fait la guerre contre quelqu'un. Quand on fait la guerre contre quelqu'un, il y a un antagonisme. Soyons réalistes, il y a eu une guerre qui opposait deux camps. Donc, s'il y a eu armement, il y a eu armement dans les deux camps. Un camp a été vainqueur. Acceptons ça. Maintenant, l'indice de sécurité qui est parti de 4 est revenu à 1,2 aujourd'hui. Vous pouvez le vérifier. Est revenu à 1,2. C'est-à-dire, quand on fait le ratio, on compare même, les experts comparent même ce chiffre à la sécurité, ça fait le pourcentage de sécurité qui règne aujourd'hui à New York. Voilà, à New York et à Genève. Vous comprenez bien? Ce n'est pas un discours doctrinal. Les faits sont là, les chiffres sont là. Vous pouvez le vérifier. Donc, quelles sont les conséquences de cette assurance, de cette pacification, de l'insécurité qui a diminué en Côte d'Ivoire? L'indicateur, nous ne pouvons pas imaginer, nous ne pouvons pas prendre autre indicateur si ce n'est que le fait que la Côte d'Ivoire soit devenue fréquentable. Parce que tout le monde sait que l'argent a horreur du bruit, et lorsqu'il y a la sécurité dans le pays, à 4%, on avait pratiquement 0% d'étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire. Personne ne viendra en Côte d'Ivoire se faire tuer. Mais aujourd'hui, en 4 ans, l'aéroport de Côte d'Ivoire fait 1,2 million de passagers par jour. Vous comprenez bien. La Côte d'Ivoire, l'aéroport d'Abidjan a reçu la certification ISO 9001. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous pouvons, l'aéroport de la Côte d'Ivoire, on peut aller sur tous les continents. Ça, c'est la preuve que toutes les compagnies, tous ceux qui sont les financiers, ils ne nous auraient pas vraiment engagés sur pas si jamais ils n'avaient pas les réponses. Et il y a eu 13 300 investisseurs étrangers qui sont partis en Côte d'Ivoire pour dire, bon voilà, écoutez, nous avons aujourd'hui des éléments favorables, et donc la Côte d'Ivoire peut nous amener, nous voulons investir en Côte d'Ivoire. Nous avons, à telle enseigne que nous avons multiplié, nous sommes en train de multiplier ce qu'on appelle les zones franches. Les zones franches, nous avons créé 4 zones franches.
Nous avons développé la zone franche de Yopougon. Nous avons créé une nouvelle zone franche avec une convention internationale au PK 24. Nous avons développé Vitry. Non, Ivry. Vridi. Voilà. Vridi, c'est la diaspora. Vridi et Port-Boué. C'est dire que nous avons, au titre de la fréquentabilité de la Côte d'Ivoire, nous sommes devenus le premier port tonnier en Afrique. Le premier port tonnier en Afrique. Et ça, c'est une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, les éléments sont là. Nous ne prenons pas, nous allons dire, nous on ne dit plus, nous allons faire. Nous sommes dans l'action. Et les éléments sont là. 2. Réconciliation, sécurité émergente. La réconciliation, jusqu'à preuve du contraire. Chers amis, c'est facile. Certainement, quand on aurait voulu qu'il n'y ait pas de guerre. S'il n'y avait pas eu de guerre, on ne serait pas là en train de trouver l'autre la CPI, l'autre là. Quand on a créé le front républicain, à travers le front républicain, il n'y avait pas l'image, il n'y avait pas l'intention d'envoyer quelqu'un à la CPI. Hein? Au-delà du front républicain, il y a eu cet antagonisme. Ce qui a été mal géré, d'autres se retrouvent à la CPI et d'autres se retrouvent à gérer les casques que d'autres ont commis. C'est ça la réalité. La vérité aujourd'hui, c'est que la réconciliation ne se décrète pas. Nous avons créé la CDVR, on s'est rendu compte que la CDVR, celui qui était à la CDVR, il était plutôt soucieux de son image que de réconcilier les Ivoiriens. Sinon, autour de lui, il y avait tout, il y avait les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les rois, les chrétiens, les musulmans, tout le monde, tous les moyens avaient été réunis pour qu'il réussisse son action. Mais il avait d'autres calendriers, on ne peut pas faire autrement, il a ouvert. À tel époque, c'est le premier président d'une commission de réconciliation où on voit, il dit au président, moi, faites-moi seulement un décret de 2 ans. Pour lui, en 2 ans, il allait réconcilier les Ivoiriens. Merci, docteur. Or, tout simplement, non, attendez, s'il vous plaît. Or, il avait un autre calendrier. 2. Donc, la réconciliation ne se décrète pas. Le Rwanda qui a fait sa déclaration, où il y a eu la guerre, le Rwanda a seulement encore 100 000 à l'étranger. Donc, nous travaillons pour cette réconciliation. Le monopole n'est à aucun parti pour dire nous pouvons mieux réconcilier les Ivoiriens que les Seulement, il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les Ivoiriens ont peur. Donc, ma question s'adresse aux trois représentants des candidats. Aujourd'hui, je disais que les Ivoiriens avaient peur. Ils ont peur de nos autorités, à savoir la police, la gendarmerie, l'armée. Même si la police aujourd'hui n'est pas armée elle-même, ils ont quand même peur d'eux. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur des microbes parce qu'ils se sentent vraiment en insécurité. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur de l'avenir proche. C'est-à-dire qu'en ce moment, quand je parle d'avenir proche, je parle des élections et de ce qui va se passer après. Parce qu'en ce moment, ils sont tous en train, quand on appelle les familles au pays, ils disent qu'on est en train de faire des réserves. On achète des sacs de riz, des bouteilles d'eau, enfin, etc., des bouteilles d'huile et tout ça. Donc, à chacun de vous trois, je voulais savoir ce que vous allez dire à l'endroit de toutes ces personnes qui sont en ce moment en manque de confiance envers nos autorités. Ma question va un peu dans le sens de monsieur tout à l'heure. En fait, ma question s'adresse principalement aux représentants du RPC. Donc justement, en tant que parti politique qui n'a jamais eu l'occasion de diriger un pays, quelles sont les mesures concrètes en fait, que vous avez pour faire baisser justement le taux d'insécurité à moins de 1% en Côte d'Ivoire? Moi, ma question s'adresse spécialement aux représentants du RHDP en matière de réconciliation. Il nous a fortement parlé de M. Bani, qui était le président de la CDVR. Je pense que quand le représentant de la RHDP nous dit que M. Bani a failli à sa mission, nous savons, nous, parce que j'ai été membre de la CDVR France, nous savons, nous, qu'un compte rendu de tout ce qu'il a pu faire pendant ces 2 ans a été remis au président de la République. Mais nous qui avons participé justement aux différents bureaux de la CDVR n'avons jamais été au fait et au su de ce qui a été remis justement au président de la République. Ensuite, pendant que la CDVR était là, on a dit qu'il y avait une autre institution qui avait été mise en place. On l'a découvert aussi et on l'a appris comme ça aussi par les journaux.
je penserais plutôt qu'un suivi des actions de M. Bani en temps normal nous aurait évité aujourd'hui cet échec-là. Je vous remercie. Plutôt, ma question est bien précise. Maintenant que vous allez, vous-même, vous avez dit tout à l'heure, et qu'au soir du 25 octobre, vous allez reprendre les rênes, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer encore en matière de réconciliation? Parce que les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés. Je suis Lassina Bamba, le président de l'association Faculté de Développement en Afrique. J'ai une question à 3 volets. La première question, c'est de savoir comment faire pour instaurer la confiance entre les citoyens et le pouvoir public. Ça, c'est la première question. C'est de savoir aussi quelle sera la place des résolutions du forum de 2001 dans les états généraux que nous propose le représentant du FPI. Pour finir avec le représentant du RHDP, on nous parle de l'indice de sécurité qui a baissé jusqu'à 1,2%. Cet indice de sécurité concerne Abidjan simplement, que c'est sur l'ensemble du territoire national, quand on sait qu'il y a des plaquages et il y a le développement de l'insécurité dans d'autres secteurs du pays. Les questions se recoupent. Donc, il y a plusieurs questions, mais je pense qu'elles se recoupent. Il y a une observation du frère citoyen du RPC qui dit les Ivoiriens ont peur. Malheureusement, c'est une observation qui est juste et qui n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. En Afrique, quand il y a les élections, dans beaucoup de pays d'Afrique, disons comme ça, quand les élections approchent, la population a peur. C'est le cas en Côte d'Ivoire. Alors, dans ces périodes-là, je connais des Ivoiriens qui renient leur propre pays, qui disent « moi je ne vais pas là-bas ». Parce qu'ils ont peur. Mais c'est à l'État de Côte d'Ivoire de rassurer les Ivoiriens. Rassurer les Ivoiriens en quoi faisant? Rassurer les Ivoiriens par le discours. Et là, il n'y a pas que l'État, je me reprends, les partis politiques, la société civile a un rôle à jouer. Il faut rassurer les Ivoiriens. Il faut qu'on les rassure à bon escient. C'est-à-dire quand on est en train de rassurer les Ivoiriens, il faudrait qu'on soit sûr que quand on dit aux Ivoiriens, n'ayez pas peur, il n'y aura rien, qu'il n'y ait effectivement rien. Pour qu'il n'y ait rien, il faudrait qu'il y ait la volonté d'apaisement de la part de toutes les composantes de la nation. Donc les partis politiques, la société civile, les organisations religieuses, les syndicats doivent participer à ce processus-là pour rassurer les Ivoiriens. Mais en même temps, l'État de Côte d'Ivoire doit chapeauter cela en nous rassurant qu'ils ont la maîtrise de la sécurité à l'intérieur de nos frontières comme à nos frontières. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, de ce côté-là, je pense que nous avons plus à attendre de nos amis qui sont au pouvoir actuellement, ceux du RHDP. Ça, c'est un fait. On nous pose la question, mais qu'est-ce que le RPC fait ou compte faire? Mais quand vous prenez même le sigle de notre parti, on a dit RPC, et à un moment donné, on a dit non, que RPC seul ne suffit pas, on met tiré et puis on met paix. Parce que pour nous, la paix même doit devenir une religion. C'est-à-dire, il faut commencer à inculquer, on dit la répétition, il faut commencer à répéter paix, 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 jusqu'à ce que ça rentre dans la tête des Ivoiriens. C'est pour ça qu'on a dit RPC, paix. Vous comprenez? Parce que pour nous, la paix est essentielle. Vous allez voir notre parti, au cours de toutes ces années-là, le parti est né en décembre 2011. Depuis, on a expressément évité d'attaquer qui que ce soit. Pas un homme politique n'a fait l'objet d'attaques directes de notre parti. Pas une structure politique n'a fait l'objet d'attaques directes de notre parti. Pas une structure quelconque n'a eu de confrontation ou d'antagonisme de notre parti. Parce que la philosophie de notre parti, c'est pour ça que nous disons que nous sommes un parti centriste. Centriste pas dans le sens du libéralisme que nous connaissons chez certains. Centriste dans le sens où nous estimons qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire doit être au centre de nos préoccupations et que nous-mêmes on doit se placer aussi au centre des extrêmes. Donc notre centrisme que nous sommes, nous disons aux Ivoiriens que nous sommes à équidistance des extrêmes. On n'est pas à l'extrême gauche, on n'est pas à l'extrême droite, on est au centre. Donc à équidistance des extrêmes, parce que nous en sommes arrivés à la conviction que la vérité peut pas être dans les extrêmes. C'est pas possible. C'est pour ça que nous disons que nous sommes un parti centriste. Nous sommes au centre. Et nous faisons un discours de paix. Tout le temps de l'existence de notre jeune parti, jeune par sa date d'existence, nous avons prôné
tout le temps et partout, nous sommes partis de la paix. C'est pour ça que vous observerez que pendant les campagnes là, RFI annonçait que la seule candidate en dehors du candidat du RHDP qui a pu aller faire campagne au nord, c'est la candidate du RPC paix. Les autres ne s'y aventurent pas. Justement, parce que nous prenons la paix. Les Ivoiriens nous accueillent quand on part au nord, à l'ouest, partout où nous partons, nous prenons la paix. Nous avons un discours de paix que nous avons d'ailleurs l'intention d'entretenir. Ma jeune sœur Aïcha a dit, mais qu'est-ce que nous on compte faire pour réconcilier les Ivoiriens de manière concrète? Mais dans tous les pays où il y a eu une crise comme celle que nous avons connue, on ramène les Ivoiriens à regarder dans le rétroviseur et après à regarder dans l'avenir. Regarder dans le rétroviseur, c'est quoi? On peut appeler ça comme on veut. D'autres appellent ça forum de réconciliation nationale, d'autres parlent d'état généraux de la République, ainsi de suite. Je pense que tout ça, c'est diverses technologies pour dire plus ou moins la même chose. Il faut qu'à l'intérieur d'une assemblée, on voudra l'appeler comme on veut, les Ivoiriens se parlent et se pardonnent. Que les Ivoiriens se parlent, c'est dire qu'effectivement, à un moment donné de l'évolution de l'histoire de notre jeune nation, nous avons eu tel propos, nous avons eu tel comportement, nous avons eu tel ajustement qui a été négatif, qui a frustré, qui a blessé, qui a occasionné des pertes en vie humaine, et que nous sommes aujourd'hui conscients que cet état de fait n'était pas bien pour notre patrie. Et que pour cela, pour ce que nous avons fait, nous demandons pardon à nous-mêmes, nous demandons pardon aux victimes, nous demandons pardon aux parents des victimes, nous demandons pardon à la nation ivoirienne, nous demandons pardon à quiconque a été touché. C'est aussi simple que ça. Mais l'être humain est sensible. Mais j'ai l'impression que le pardon est lourd dans la bouche des Ivoiriens, surtout de ceux qui sont au règne des choses, et plus particulièrement de la commission dont il a été question ici. Il faut amener les Ivoiriens à se parler et à se demander pardon. Ce que les philosophes aiment bien appeler la catharsis populaire. C'est un exercice de catharsis populaire qu'il nous faut faire. Qu'on se parle. Il faut le faire au niveau national, donc au niveau d'Abidjan. Il faut organiser la même chose au niveau local, avec l'apport des chefs. Notre ami du RHDP disait qu'on a mis les chefs religieux, les chefs traditionnels, ainsi de suite. Il faut associer tout cela. Les chefs religieux, les chefs traditionnels, les syndicats, la société civile, les partis politiques. Il faut associer tout le monde, l'État lui-même. Et que les Ivoiriens se regardent et qu'ils se demandent pardon mutuellement. C'est ça que nous attendons. C'est ça que nous avons eu l'impression. On se trompe peut-être, mais on a un goût d'inachevé ou de quelque chose qui n'a pas été fait. Ça nous dérange. Parce qu'on peut parler de développement et autres, mais dans un contexte de méfiance, dans un contexte de défiance, dans un contexte d'absence de réconciliation, nous ne pouvons pas aller au développement dont on parle. Donc nous pensons que cette question, quelqu'un l'a dit, notre ami du FPI a dit, qu'il voit ça comme la question numéro 1. Mais effectivement, toute structure sérieuse en Côte d'Ivoire qui aspire à conquérir le pouvoir d'État et à le gérer, doit pouvoir appréhender cette question comme la question numéro 1 en Côte d'Ivoire. Il faut réconcilier les Ivoiriens. Il faut qu'on retourne à cette belle Côte d'Ivoire. Moi, je suis d'ici. J'ai grandi au Nord. Nos parents étaient fonctionnaires. On pouvait les affecter n'importe où. Mes meilleurs souvenirs d'enfance sont au Nord. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que cette Côte d'Ivoire, il faut qu'on retourne à cette Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je n'ai pas hésité quand notre ami du RHDP a dit levons-nous une minute de silence à la mémoire du feu. Nous voulons retourner à cette Côte d'Ivoire là où les Ivoiriens s'aimaient. Tu as ton frère, tu as ton ami, il est du Nord, tu le regardes, tu ne sais même pas qu'il est du Nord, c'est que tu vois ton ami. On a connu cette Côte d'Ivoire là. Qu'est-ce qui a changé pour qu'en si peu de temps, c'est comme si on n'avait jamais vécu ensemble. Il faut franchement lever tous les obstacles. Et pour ça, tout ce qui dérange, les questions au niveau de la Constitution, l'article 37, c'est un article, nous n'avons pas compris pourquoi est-ce que sous le mandat du président Ouattara, cet article n'a pas été amendé. C'est un article qui a divisé les Ivoiriens. Il faut rapidement penser à amender cet article-là pour le ramener à une proportion juste, à une proportion qui colle plus à la nation ivoirienne. Nous sommes une nation arc-en-ciel. Donc pour nous, Aïcha, nous pensons que franchement, oui, c'est elle qui a posé la question et je pense que la question est pertinente. Nous pensons pour nous qu'il faut faire de cette question une question numéro 1. Il faut mettre un forum en place pour amener les Ivoiriens à se parler avec l'aide de l'État, avec l'aide des structures que l'État va mettre en place pour que les Ivoiriens puissent se pardonner. Dans le même ordre d'idée, il y a
la question qui est venue, je ne sais plus exactement de qui, je crois que c'est de Lassina, qui demandait, c'est bien ça, hein? Oui, il s'est levé là. Ah, d'accord. Qui demandait, est-ce que nous, au RPCP, on serait d'accord à rentrer dans un gouvernement? Alors, c'est, oui. Oh, ok, c'est RHDP. D'accord, autant pour moi. Est-ce qu'on serait prêt à rentrer dans un gouvernement de réconciliation nationale? Alors, cette question relève de la compétence de la direction nationale de notre parti qui, si la question arrivait à se poser, va se réunir pour prendre une décision et trancher. Mais une chose est sûre, tout ce qui peut contribuer à ramener la paix en Côte d'Ivoire, à apaiser les esprits en Côte d'Ivoire, tout ce qui peut nous amener à réapprendre à vivre ensemble, comme on l'a toujours fait, à continuer à s'aimer, le RPCP est partant et est d'accord. Bien évidemment, pour cette question spécifique de l'entrée dans un gouvernement, la question revient à la direction du parti. Je ne pourrais pas me prononcer là-dessus, mais il y a une chose qui est sûre. Si c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, si c'est pour apaiser les esprits, si c'est pour nous permettre d'aller de l'avant, le RPCP est là pour contribuer, d'ailleurs, comme nous le disons, pour amener à apaiser les esprits, parce que c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons prétendre commencer à développer la Côte d'Ivoire. L'indice de sécurité, sur les papiers, il a baissé. Mais on est encore à un niveau, à Abidjan, où à une certaine heure, les Ivoiriens ont peur de sortir. À Abidjan, à une certaine heure, on dit qu'il ne faut pas aller là. Il ne faut pas aller à Bobo derrière là. Il ne faut pas prendre la route par le zoo. Tu vas à Yamsokro, tu fais la course contre la montre. Parce que tu ne veux pas que la nuit te trouve là-bas, tu veux pouvoir rentrer à Abidjan avant la tombée du jour. Tu prends l'Ivoirien aime vient de Brousse. Quand tu prends l'axe Abidjan, Yamsokro, quand quelqu'un soulève vient de Brousse, même quand c'est derrière, tu ne gardes pas. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'on t'appâte avec du gibier pour t'agresser. On est encore à ce niveau-là. On est encore, oui, je vais juste terminer. Il faut désarmer. Il faut désarmer tous ceux qui ne sont pas en droit de porter les armes et qui se promènent là. On est au vu aussi de tout le monde. Ils se promènent dans le pays. Je voudrais, à la suite du camarade du RPCP, répondre aux préoccupations qui m'ont été adressées. Les Ivoiriens ont peur de l'insécurité. Que dire à ces personnes pour les rassurer? Bon, moi je pense que je l'ai déjà évoqué dans ce que nous comptons faire. C'est d'abord que les Ivoiriens, dès que au soir du 25, le président candidat Pascal Affi-N'Guessan est élu président du FPI, ce serait de prendre la décision d'ouvrir les prisons. Parce que ce n'est pas normal que des Ivoiriens, des pères de famille se retrouvent dans des geôles, dans des prisons, pour certains depuis 4 ans, sans même qu'ils aient vu un seul magistrat. Vous vous rendez compte? Sans même qu'ils aient vu un seul magistrat. Et on dit qu'ils sont, ils ont tué, ou bien ils ont fait, on les accuse. Mais on t'accuse, on te met en face d'un magistrat, et puis bon, on te dit tes choses d'accusation. Donc ça là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc déjà, libérer les prisons là, ça va faire baisser les tensions. Puisqu'il a dit, le représentant du RHDP, il y a eu des antagonistes. Il y a eu des antagonismes. Mais si un camp est en prison et puis on parle de réconciliation, comment tu vas baisser les tensions dans ça là? Non mais il faut qu'on se parle en ivoirien. Tu vas baisser les tensions comment? Et puis on va te faire confiance comment? Les gens sont en prison, tu parles de confiance, de venir, on va se réconcilier, on va manger. Non, le gouvernement de réconciliation, etc. Ce n'est même pas possible si les gens sont en prison. Pour qu'on puisse parler de réconciliation, il faut d'abord effacer les effets de la crise post-électorale. Et ces effets-là passent par la libération des prisonniers politiques, par la mise en place du retour sécurisé des exilés. Parce que ce n'est pas normal que des Ivoiriens se retrouvent à l'étranger, alors même que la Côte d'Ivoire a été ce pays havre de paix qui a reçu tous les autres ressortissants de la sous-région qui sont venus chercher fortune. Et puis ses propres enfants sont à l'extérieur. Ils cherchent quoi là-bas? Et on dit non, tout va bien, l'indice c'est ceci, les chiffres sont ceux-là, il y a plus de milliards, etc. Mais ceux qui sont à l'extérieur là, ils ne peuvent pas bénéficier des milliards aussi. Ce sont des Ivoiriens. Donc il faut faire en sorte qu'ils puissent venir. Et là d'ailleurs, la constitution ivoirienne interdit que les Ivoiriens soient exilés à l'étranger. C'est écrit dans la constitution.
Donc, qu'est-ce qu'il revient aux responsables qui gèrent l'État de Côte d'Ivoire de faire en sorte que cette partie de la Constitution soit respectée? Pour que les gens reviennent. Et que des comptes de certains individus soient dégelés. Ce n'est pas normal qu'après 4 ans, on va maintenant à des élections et puis des gens ont encore des comptes gelés à cause de la crise post-électorale. On va à des élections dans une semaine et il y a encore des prisonniers de la crise post-électorale. On devrait normalement aller à des élections de 2015 sans prisonniers de 2010. Et si maintenant, en 2015, il y a encore des parents, vous allez prendre de nouveaux prisonniers pour venir compléter ceux de 2010. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Donc il faut qu'on puisse libérer. Et puis, la question cruciale, pour que les Ivoiriens se fassent confiance et que les tensions baissent, c'est que, vous savez, on peut se mentir et puis être un peu démagogue. Mais la vérité, quand elle est là, il faut la dire. On a accrédité le président Laurent Gbagbo de 46% aux élections de 2010. Ça veut dire qu'il y a 46% d'Ivoiriens qui se reconnaissent en lui. Ça veut dire qu'il y a 46% d'Ivoiriens qui ne peuvent pas vivre en paix tant que lui, il a la haine. Comment vous pouvez gérer un pays? Vous pouvez réconcilier un pays avec 46% d'Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec vous parce que vous avez mis en prison leur mentor ou leur responsable politique à la CPI. Puisque c'est Ouattara qui a demandé à la CPI de mettre Gbagbo à la prison, puisqu'il a dit que les prisons ivoiriennes n'étaient pas capables de le juger. Il a dit clairement les prisons, la justice ivoirienne n'était pas capable de juger le président Gbagbo, donc il fallait que la CPI s'en occupe. Mais pourquoi Simone est encore là? Si on peut la juger en Côte d'Ivoire, il faut que maintenant Gbagbo revienne pour qu'on le juge là. Voilà, ce n'est pas une affaire d'on verra. Je suis en train de vous dire qu'il faut qu'il le fasse. On me dit que vous êtes dans le présent, donc pourquoi tu ne mets pas de verra? On a dit dans le présent, il faut le faire maintenant. C'est cela. C'est cela. Et puis, 46% d'Ivoiriens. Donc, on est pratiquement la moitié des Ivoiriens que vous tenez en haleine dans une situation d'incertitude et de mécontentement. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Parce que c'est vous qui avez dit qu'il a eu 46%, hein, c'est vous-même. Donc, si on est 46%, c'est pratiquement moitié de la Côte d'Ivoire. La moitié de la Côte d'Ivoire, là, vous gérez la Côte d'Ivoire sans nous, quoi. Non, pour se réconcilier, il faut qu'on soit d'accord, qu'on baisse les tensions. Voilà. Et donc, on peut se faire confiance à partir de ce moment-là. Maintenant, est-ce que... quelles sont les mesures concrètes? Bon, les mesures concrètes, là, nous, on dit qu'on va faire venir tout le monde et puis on va s'asseoir, on va se parler. Il y a des problèmes sérieux qui ont miné la Côte d'Ivoire sur lesquels on n'est pas d'accord. Il faut qu'on se parle et puis on les règle. Qu'est-ce qui a fait que des amis, des Ivoiriens, des frères sont allés prendre des armes contre leurs propres frères? Bon. Ils vont nous dire, ah non, on n'a pas accès à telle fonction, on n'a pas accès à ceci, la Constitution nous empêche cela, etc. Et puis on va ensemble examiner, enlever ce qui gêne pour que demain, il n'y ait plus quelqu'un qui prenne des armes parce qu'il y a un élément de la Constitution qui le gêne ou bien il y a telle action qui fait que non. On n'est plus à prendre des armes pour une quelconque raison. Il faut qu'on s'asseye et qu'on discute et qu'on ensemble on règle ces problèmes-là. La question du foncier rural. C'est une question cruciale qui va encore créer d'autres problèmes parce qu'il y a la question des terres. Des gens qui ont fui la guerre et qui ont été, comment on appelle, expropriés de leurs terres. Mais quand ils vont revenir, on pensait qu'ils vont laisser ces gens-là rester sur les terres comme ça. Donc il faut que ces questions-là soient réglées et qu'on trouve une solution. Et vous pouvez dire la terre appartient à celui qui la met en valeur. Alors que c'est écrit nulle part dans aucune loi. Ce n'est pas normal. Et les gens sont allés s'asseoir. Ah, moi je l'ai mis en valeur, c'est pour moi. Et puis c'est devenu des palabres. Après on fait la loi de 98. On a du mal à l'appliquer. Parce qu'en voulant l'appliquer, on perd des électeurs. Puisque tous les baoulés, tous les machins là sont au sud, à l'ouest, là-bas en train d'exploiter les terres de nos frères de l'ouest. Donc si on applique la loi, les baoulés seront mécontents contre Bédier. Donc c'est devenu une question politique. On ne peut pas appliquer la loi. Donc si la loi elle gêne, il faut réfléchir puis voter une nouvelle loi qui puisse arranger tout le monde. En créant un système de cartographie de tout le territoire ivoirien, par îlotage, en attribuant les lots aux gens. Et puis bon, tout est clair. Donc ça, c'est des sujets importants sur lesquels nous devons discuter. Notamment l'article 35 aussi.
Ouattara est dans le cas aujourd'hui, mais on ne sait pas qui sera dans le cas demain. Nous sommes tous en Europe ici, on a tous eu des enfants métis. D'autres sont en Afrique, ils ont eu des enfants avec des Gabonais, des Congolais, etc. Mais vous pensez que ces enfants-là n'ont pas envie de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire? Ils n'ont pas envie d'apporter leur expertise à la Côte d'Ivoire parce qu'ils se sentent ivoiriens. On va leur dire non, tu n'es pas d'origine, etc. Mais vous savez que ces gens aussi peuvent aller prendre des armes pour revenir et puis nous faire la guerre. Donc, ce sont des questions dont il faut débattre. Et puis régler ça une bonne fois. Bon, après, donc nous proposons cela. Libérer les prisonniers, faire venir Gbagbo, parler des états généraux, pour que, bon, maintenant, quelle est la différence, puisqu'il a posé la question, entre la différence des états généraux et puis le forum de réconciliation nationale de 2001. Le forum de réconciliation nationale posait des questions liées à la réconciliation dues aux divergences sur la question de nationalité de Ouattara. Et puis, éventuellement, un petit sujet sur le foncier. Mais là, on te parle d'états généraux. C'est-à-dire que... Quelle sera la place des résolutions? Ah, d'accord. Bon, oui. D'accord. Donc, le forum a permis d'obtenir certains résultats qui peut-être ont été insuffisants. Bon, ou qui n'ont pas été forcément appliqués dans leur entièreté. On peut partir sur la base de cette expérience-là et puis renforcer. Mais il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les états généraux, c'est en fait remettre à plat les fondements. Voilà, ce n'est pas lié à une question spécifique, mais c'est vraiment l'état de la Côte d'Ivoire. Faire le bilan. Et puis, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ne retombe pas dans le même travers? Donc c'est vraiment faire une sorte de diagnostic général de la Côte d'Ivoire. Et que tous les Ivoiriens s'asseyent et puis parlent de ça. Par commission, selon les thématiques qui vont être dégagées. Mais en tout cas, ça concerne la Côte d'Ivoire. Sur l'armée, par exemple. Sur l'emploi, par exemple. Sur la constitution. Sur le foncier. Sur la place de la femme. Sur la place, etc. Merci. Voilà, donc il y a encore des questions que je n'ai pas pu répondre. J'espère que nous sommes là pour nous dire les vérités. Et ces vérités, il faudrait essayer d'être objectif. Vous voyez, l'intoxication, c'est ça. Moi, je veux que aussi à l'étranger comme tout le monde. Mais généralement, à l'étranger, on a tendance à prendre des indicateurs, des appréciations un peu trop, comme on dit, oral et pas crête. C'est-à-dire pas analyser le fond. Je prends deux contre-vérités qui ont été dites là. Deux contre-vérités. Parce que quand vous n'êtes pas là-bas et qu'on vous le dit, et à l'extérieur vous le croyez, c'est pas bon. La première contre-vérité, c'est mon collègue du RPP. RPCP, qui a dit que quand on prend une voiture de Yamoussoukro, bien d'Abidjan à Yamoussoukro, et qu'on a peur de s'arrêter pour prendre la viande de brousse, parce qu'on a peur de se faire, on aura peur de se faire braquer. Bon. Dire ça à l'étranger, ça vous paraît vraiment un fait réel qui montre l'insécurité. Oh, sauf que depuis 2013, personne ne mange de viande de brousse en Côte d'Ivoire. Donc qui va s'arrêter pour prendre viande de brousse? C'est la vérité, mon frère. Personne, depuis 2013, personne ne parle, à cause d'Ebola, personne ne parle. Non, je vais dire, personne, vous êtes d'accord avec moi que. Bon, bref. Donc, vous voyez bien, c'est un indicateur qu'il faut vraiment, à l'extérieur, à 6000 km, il faut éviter de lancer. Deuxième, monsieur Janvier. Deuxième, quand vous dites, vous allez à Bobo derrière Rail, il y a la microbe, ainsi de suite. Sauf que Abidjan a 10 grandes communes. Et il s'avère qu'il y a les microbes dans 2 seulement sur 10. Il y a les microbes à Bobo, tel qu'il a cité, derrière Rail, et à Djamé à la gare. Non, ils ont dit Yopougon, ça a été un phénomène, ça a été d'ailleurs une fille qu'on a montré sur le Facebook, une fille, oh c'était un règlement de compte, hein. On a vu, voilà un peu un problème des réseaux sociaux, messieurs vous, hein, société civile, ne vous laissez pas intoxiquer. C'est un règlement de compte et les preuves sont là, vous aurez toute la vérité. Donc, sur 10 communes, il y en a deux où il y a seulement une poche résiduelle où il y a un problème d'insécurité qui est en passe de résolution. Donc, ne soyons pas dramatisés. On a
à l'extérieur, on a la mission aussi de ne pas trop noircir notre pays. Vraiment, même si on aime ou on n'aime pas celui qui est là-bas, méfions-nous de noircir le pays. C'est pas bon, c'est pas objectif, méfions-nous. Bref. Et puis nous, au RHDP, on dit une seule chose. Nous partons sur les idéaux de paix. Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a dit, il est facile de faire la guerre, mais difficile de faire la paix. Facile de faire la guerre, difficile de faire la paix. Nous avons fait la guerre seulement, je dirais, on peut dire en 10 ans, mais la phase la plus active, c'était seulement 5 mois. Mais seulement pour 5 mois, voici que nous sommes là, en train de encore rafistoler, de courir à U et à Dia pour essayer de faire la réconciliation, qui est de la volonté de tout le monde, hein, qui est de la volonté de tous les côtés. Je prends un cas, le cas des exilés, dont notre collègue a parlé, qui relève aussi des questions. En 2011, fin 2011-2012, il a été recensé 101 000 exilés ivoiriens dans 5 pays, Libéria, Ghana, Togo, Bénin et Mali. Vous imaginez, 101 000 exilés. Aujourd'hui, nous en sommes jusqu'à 20 000. Nous en sommes jusqu'à 20 000 parce que le président Alassane Ouattara a pris son bâton de pèlerin. En tant que président, il est parti voir dans les camps exilés au Ghana. Il est allé leur proposer, ceux qui veulent entrer en Côte d'Ivoire, je mets de l'argent, je mets toutes les dispositions et je vous même garantis la sécurité, retournez au pays. Il y avait 6 camps d'exilés au Ghana. Sur les 6 camps, les camps ont diminué, il ne reste seulement que 2 camps. Et les 2 camps qui restent, ce sont les irrédentistes. Vous comprenez bien. Sur 6 camps, c'est réduit à 2 camps. C'était le cas des exilés au Libéria. Il est parti, il a dit au Libéria, bon écoutez, jusqu'après le contrat, il y a la paix en Côte d'Ivoire, dites au Libéria, et il y a les Nations Unies qui ont mis la Sahara. Sahara qui est une association qui prend en compte, une société civile d'ailleurs, qui prend en compte toutes les doléances des exilés et pour les ramener en Côte d'Ivoire. Si vous avez suivi les informations, il y a eu autant d'avions pour ramener ces exilés en Côte d'Ivoire avec des garanties. Avec des garanties, même ils ont créé des camps. Pour les propres Ivoiriens, on leur a créé des camps de réception en Côte d'Ivoire où les membres du gouvernement sont allés les accueillir à l'aéroport, les garantissant, les nourrissant même dans les lycées d'abord, avant qu'ils aillent chez eux. Volonté est faite, volonté est manifeste pour le retour des exilés en Côte d'Ivoire. Et encore le cas de Libéria, il y a encore, diplomatiquement, il y a des faits que je relève à votre connaissance. C'est que l'État même libérien n'était pas favorable au retour de tous les exilés parce qu'elle percevait 446 millions de dollars au titre des exilés donnés par les Nations Unies. Donc elle estimait que si ces exilés retournaient en Côte d'Ivoire, et que ça serait un manque à gagner pour l'État libérien. Bon, sauf que quand les Libériens ont commencé, les mêmes ont voulu venir, on dit ah non, attendez d'abord. C'est ça le problème. Donc, le problème des exilés, volonté est là, manifeste est là. Ceux du Bénin, ça a été réduit pratiquement, c'est seulement une dizaine maintenant qui reste. Oh, ils étaient vraiment plus de 300, 400. Ceux du Bénin, c'était pareil. Moi, j'étais au Cames, tout de normalement, au Togo, j'ai vu. Ils disent non, mais ceux qui sont là, ils sont rentrés, ceux qui peuvent aller s'inscrire à l'université sont rentrés. Volonté a été faite de réunir, de faire revenir les Ivoiriens qui étaient partis. Et puis, certains ont été réalistes, ils ont été, nous on a été intoxiqués, on a dit, ah si on reste, on va nous tuer, si on reste, on va nous tuer. Donc, il y avait un effet de groupe, ils sont partis sans savoir comment ils sont partis, un effet de foule, maintenant ils sont là-bas, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Soyons réalistes. La Côte d'Ivoire, quand même, réel, entre nous, ce n'est pas de l'irrédentisme guerrieros comme en Colombie. Beaucoup s'entretuent comme des chèvres. Hein, comme des, bon, bref, ce n'est pas Palestine et puis Israël, quoi. Pour être honnête. Donc, soyons réalistes, ne dramatisons pas les choses. Volonté est de chez nous et même de tout le monde de réconcilier les Ivoiriens de toutes parts. Donc, la question des exilés, effectivement. Et puis, dans cette histoire des exilés, nous avons classé une typologie des exilés. Il y a des exilés qui sont partis pour effet de masse. Il y a des exilés qui sont partis pour de vraies raisons politiques. Mais il y a aussi des exilés qui sont partis pour des crimes économiques. Ce qu'il ne faut pas nier.
On a découvert dans le compte de chacun, à peine 4 ans ils ont été ministres, on a trouvé 16 milliards. À peine d'autres ont été à la tête de société d'État, on a jusqu'à plus du contraire, on a trouvé 9 milliards. Sinon, le camarade de Afid, je suis bien content qu'il dise ça, parce que lui-même, son candidat, lui ne peut pas parler de la libération des prisonniers, parce que son candidat était prisonnier à Bouna. J'ai eu l'occasion d'aller le voir d'ailleurs. Donc vous comprenez bien, donc, sa volonté de manifester, sa volonté de réconciliation, sa volonté de participation à la démocratie, lui a valu la libération, le déblocage du seul compte. Et la mise à sa disposition des moyens de l'État, je dis bien des moyens de l'État. Quand il est venu de Bouna, il a 2 agents de sécurité, y compris tout ce qui allait. Deuxième cas, s'il vous plaît, laissez-moi, je ne vous ai pas arrêté, s'il vous plaît. Deuxième cas, nous nous sommes trouvés dans une situation un peu ubuesque. Il y a aujourd'hui des exilés qui, non seulement de l'extérieur, ils se sont tellement à l'aise qu'ils passent leur temps à appeler à déstabiliser l'État de Côte d'Ivoire. À déstabiliser l'État de Côte d'Ivoire. Donc, chers amis, jusqu'à preuve du contraire, soyez-moi, peut-être que le jour que Dieu vous donnera la chance d'être au pouvoir, acceptez d'être déstabilisé, nous on dit non. Pour la majorité des Ivoiriens, on n'acceptera aucun discours, aucune tentative de déstabilisation à partir de l'intérieur. Dans ce cas, s'ils nous déclarent la guerre, ils nous auront en face. Et effectivement, c'est cet algorithme qui est manifeste, mais lorsqu'ils auront arrêté toutes leurs tentatives et qu'ils voudront participer à la construction de la Côte d'Ivoire, nous les accueillons à bras ouverts. On continue sur les prisonniers. Encore même les prisonniers. Il y avait 1484 prisonniers en 2012. Sur 1484 prisonniers, ceux qui sont en prison, la dernière fois quand je devais participer, je consultais encore ce matin, ils en sont seulement à 84. Je vous dis, ils en sont seulement en 84. Il ne faut pas ne pas confondre les prisonniers de droit commun, et ceux encore du CNC de Pani que nous avons mis en prison, que vous gonflez chaque fois pour faire le proof. Et sur les 84 qui sont en prison, effectivement, c'est leur compte bloqué, dont l'ancien président de l'université de la faculté Oufouer-Boigny. Mais je vous dis la vérité, je vous apporte l'information. C'est ubiesque parce que je participé à la commission. Des responsables qui ont fait partie du gouvernement, le dernier gouvernement, le gouvernement Fantoche et Babou avait créé, et qui disent que non seulement eux, ils ont fait partie d'un gouvernement, et qu'il faudrait leur donner les droits de ministre. Ok, merci. Non, on ne peut pas l'accepter.